Voilà un petit déjeuner d'Urkheim qui est inhabituel au sens, mais qui va être un peu la norme, inhabituel au sens où nous sommes en hybride, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les intervenants en présentiel, l'auditoire en présentiel, et puis également la possibilité de se connecter et de regarder les choses en visio. Il se trouve que moi-même, et je m'en excuse auprès des participants du séminaire qui nous ont fait le plaisir d'être à l'ENS sur le site de Paris-Saclay, il se trouve que moi-même, pour des raisons d'agenda, je suis en distanciel, je ne suis pas en région parisienne. Ma connexion, d'ailleurs, n'est peut-être pas forcément formidable. Donc, à un moment donné, je vais couper ma caméra. Outre mon son, je vais couper ma caméra pour que tout se passe bien. Donc voilà, je regrette de ne pas être présent parce que j'aurais eu beaucoup de plaisir à rencontrer l'autrice de l'ouvrage qui va être présenté aujourd'hui. Donc cet ouvrage que je montre à l'écran. Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité, qui a été publié à la Dispute. C'est un très beau travail déjà d'un point de vue formel, mais aussi d'un très beau travail d'un point de vue des sciences sociales, donc qui a été publié à la Dispute en 2021, donc par notre collègue Natacha Chetkuti-Osorowicz, qui est sociologue, qui enseigne à Centrale Supélec, donc sur le plateau de Paris-Saclay, et qui appartient au laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société, IDHES. Je trouve que c'est aussi mon laboratoire, donc c'est un plaisir démultiplié. Cet ouvrage, donc classiquement, Natacha va disposer d'une heure environ pour présenter cet ouvrage. Ça laisse du temps pour développer les aspects qu'elle le souhaite, aussi bien dans la manière dont elle a construit cette recherche que pour présenter ses résultats. Et ensuite, nous avons le plaisir, et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que tu vas te livrer à cet exercice, Pierre-Guy Bantif, donc, qui est directeur de la MSH, qui est philosophe et qui va nous proposer sa lecture de cet ouvrage en une vingtaine de minutes. Et ensuite, on ouvrira à un temps de questions, aussi bien pour les personnes qui assistent à la bibliothèque d'Urkheim, mais également les personnes qui sont à distance, comme moi. Au fond, je teste moi-même la situation d'hybridité à distance. Je vais voir comment ça fonctionne, comment on peut intervenir, comment on peut poser des questions à distance. Donc, n'hésitez pas, il y a un chat, vous pouvez écrire dans la discussion si vous souhaitez intervenir, et ensuite, on vous donnera la parole. Voilà. Donc, je ne veux pas faire trop long. Et donc, je vais laisser la parole immédiatement à Natacha Chetkuti-Osorowicz pour Femmes en prison et violences de genre. Natacha, la bibliothèque d'Urkheim. Oui, nous sommes là. Voilà, Pierre ajuste l'écran, parce que tu sais, l'hybridité, ça demande beaucoup d'agilité. De la part du directeur de mais nous sommes très agiles. Grâce à la MSH, ça, c'est sûr, la MSH Paris-Saclay, d'agilité. Et merci absolument. à eux. C'est vrai. Et merci à Laurence Franchisé. Je n'oublierai pas un petit mot pour Laurence tout à l'heure. Et bonjour à Florence Parisot également qui va nous accompagner. Je te laisse parler, Natacha. Merci beaucoup, Florent, de ton introduction. Et merci, Pierre, de discuter mes travaux. C'est un réel plaisir d'être ici, plaisir à multiples niveaux. Tu l'as dit, Florent, parce que nous partageons des espaces académiques, des espaces de pensée, qu'il y a aussi une longue histoire avec la MSH maintenant qui est construite depuis 6 ans, je pense. Ça y est. On est à la 7e année, c'est ça. Voilà, avec beaucoup voilà, à la fois aussi de partage en termes d'objets, de partage intellectuel. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs toute l'équipe avec qui se renouvelle et qui, j'espère, va se stabiliser parce que, voilà, mais c'est vrai que tout à l'heure, Florent parlait de Laurence, qui est là présente, avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Voilà, donc
c'est un autre maintenant, enfin voilà, c'est un autre, je dirais un autre espace qui va s'ouvrir. J'en suis tout aussi ravie, mais ça a été vraiment un grand plaisir de travailler ensemble. Donc, 8e année. 8e année. Oh là là, alors, oui, mais c'est ça. J'interviens juste pour les petits déjeuners, ça fait 11 ans. Hein. Ah oui, les petits oui. déjeuners, c'est encore une autre histoire. Encore une autre histoire, absolument. Plus ancienne, je confirme. Mais tu sais bien, Florent, qu'on ne peut parler que là, à partir d'où on se situe. C'est difficile de faire l'histoire collective sans y être. Tu m'entends? Vous entendez derrière? Il n'y a plus personne. Est-ce que vous entendez? Ah oui, si, d'accord. Donc, si, ça marche. Donc, voilà, donc c'est un vrai plaisir. Et puis, cet espace, eh bien, il croise aussi d'autres espaces. Je pense à Esther ici présente, c'est-à-dire aussi tout ce qu'on a développé à l'ENS depuis 2 ans avec la scène de recherche, parce qu'en fait, maintenant, j'assure des enseignements certes à Centrale, mais aussi à l'ENS dans le cadre de la scène de recherche. Donc, tout ça, voilà, ça fait partie aussi de tout ce qu'on développe sur ce plateau et qui, j'espère, va être de plus en plus fécond parce qu'on va reprendre une vie en présence. Et je le souhaite vraiment. Donc, effectivement, cet ouvrage qui est sorti il y a 1 an, je vais un peu d'abord le situer, expliquer d'où je parle en tant que sociologue pour avoir écrit et mené cette enquête. Alors, ça me fait bizarre maintenant parce que plus j'avance dans ce travail, et puis il a pris d'autres amplitudes, évidemment, depuis 1 an, mais de parler d'enquête pour un travail sur la question du pénal. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui avais peut-être soulevé cette question, Pierre, il me semble, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, à chaque fois que je dis enquête, maintenant, ça me trouble. J'ai du trouble pénal. Ce n'est pas le trouble du genre, mais c'est le trouble pénal en tant que sociologue. Mais bon, en tout cas, je vais expliquer un peu comment j'en suis venue à réaliser cette recherche, donc où je me situe dans cette recherche, et j'y tiens particulièrement dans ce moment justement politique que nous vivons, où je trouve que là, c'est difficile quand même d'être hors du champ politique et de relever la question des savoirs critiques. Et à ce propos, je suis en train de lire d'ailleurs un livre qui est très bien de Michel Zancarini-Fournel et de Claude Gauthier qui s'appelle « De la défense des savoirs critiques quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche ». Et je fais mienne l'introduction de cet ouvrage qui parle de savoir critique en tant que décryptage du réel. Et décryptage du réel qui signifie quoi? Qu'il peut y avoir, alors, on décrypte le réel à partir justement de cadres méthodologiques que je vais préciser, à partir de cadres théoriques que je vais aussi préciser, et également, évidemment, ce point de vue et décryptage du réel, il appelle aussi à une pluralité de descriptifs du réel et donc de discussion. Parce qu'évidemment, qu'à partir de là où on s'habite, eh bien, on construit des réels sociologiques. Voilà. Et donc, je défends l'idée d'un savoir à la fois critique, c'est-à-dire d'un savoir qui appelle à penser l'espace des dominations, de s'en saisir aussi pour penser la transformation sociale, et plus qu'au jamais aujourd'hui, où j'avoue que j'ai, enfin, c'est pas un aveu, mais où je peux énoncer que j'ai d'énormes craintes quant à la suite politique de nos vies, à la fois d'ailleurs en tant qu'individu, en tant que collectif et dans nos scènes de recherche aussi. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier la question voilà, collective et individuelle à plein de niveaux. Et cette recherche aussi, d'ailleurs, je ne le pensais pas autant, mais vu le contexte où on se trouve, prend une ampleur aussi politique et critique, puisqu'elle vient réfléchir à la question pénale et à la manière dont les institutions s'emparent de la question pénale. Et évidemment que ça fait aussi partie des enjeux sociologiques et politiques dans les mois à venir, parce que la question du pénal, elle est au centre aussi de ce qui constitue une société et donc de ce qui constitue l'espace des citoyennetés qui en intègre ou pas dans un champ de la société. Voilà. Et autre élément, donc je vais expliquer, voilà, je commençais déjà à expliquer d'où je parle en tant que sociologue, mais également, j'en profite d'ailleurs pour annoncer la sortie dans 1 mois d'un prochain ouvrage aux éditions Amcha, quand même, coordonné par Sandrine Sanos et moi-même, Sandrine,
qui est une historienne des idées, une collègue et amie. Voilà, et on a travaillé ensemble avec Flavie Lavallée, qui est l'éditrice aussi des éditions, qui travaille très, très bien, il faut le souligner. Et donc, cet ouvrage va aussi avoir toute sa contemporanéité, puisqu'il vient questionner la question de ce qu'on a appelé dans le titre le genre carcéral et la construction des pouvoirs disciplinaires de la fin du 19e à aujourd'hui, et dans un croisement des disciplines, histoire, sciences politiques, sociologie, anthropologie, et aussi dans je dirais une mise en comparaison des territoires géographiques, puisqu'on y parle de la France, de l'Espagne, du Brésil, etc. Voilà. Et en fait, ce livre est au fond une continuité de ce résistance à perpétuité, puisqu'on vient aussi travailler la question du capitalisme carcéral, la question du rapport entre colonialisme et carcéralité, et la question de genre et carcéralité. Et également, voilà, eh bien, quand on parle de capitalisme carcéral et de continuum carcéral, eh bien, vient interroger comment on incarcère et qui, selon aussi les époques, et ce qui vient nous signifier aussi des réels sociologiques. Alors, mine de rien, en vous racontant tout ça, ça n'est pas juste une publicité, mais je vous ai déjà énoncé au moins 2 concepts et qui sont, je dirais, signifiants de ce livre. Il y a le concept de carcéralité, le concept de récit pénal et un autre que je vais aborder maintenant, celui du continuum des violences. Alors, pourquoi carcéralité? Parce que le livre que je présente aujourd'hui, justement, s'interroge à la manière dont on incarcère, comment on incarcère et comment on construit des corps disciplinés à l'intérieur de la carcéralité à travers le récit de soi dans le discours pénal, puisque, vous le savez peut-être ou pas, mais la prison, c'est au fond la fin de la chaîne pénale, et à la fin de la chaîne pénale, elle commence à partir du moment où une personne se fait arrêter, et à la fin de cette chaîne, c'est la prison. Toutes les personnes qui sont condamnées ne vont pas forcément en prison, hein, il y a plusieurs régimes de peine, mais en tout cas, même une fois condamné, il s'agit de rendre compte de soi pour justement obtenir soit une permission de peine, soit une conditionnalité, Et donc, dans ce récit de soi, alors je sais qu'avec Pierre, on partage au moins cette lecture théorique du champ foucaldien, eh bien, on présuppose une unicité de l'individu entre son passage à l'acte, son intentionnalité et la manière d'en parler. Et on va voir que ce n'est évidemment pas aussi simple que ça. Et on suppose aussi qu'il y a une capacité à rendre compte de soi. Et donc, ma question, ça a été comment rendre compte de soi dans un espace disciplinaire. Et donc, comme dirait Foucault, comment rendre compte d'un dire vrai sur soi-même alors qu'on est pris à l'intérieur, je dirais, d'un champ disciplinaire qui docilise les corps. Alors, ça, c'était la première question. Deuxième question, je parle de la question de la docilité des corps. Je me suis beaucoup intéressée dans ce livre aussi à la question dans le bâti. Il y a un message, je ne sais pas si vous voulez voir, mais je vois qu'il y a dans la discussion, il y a à la manière, d'accord, dont le bâti façonne les corps, puisque, alors Esther l'a vu cette année au centre d'éducation fermé de Doudeville, mais évidemment, tous les centres d'éducation, enfin, tous les centres fermés, ou d'ailleurs toutes les institutions, ici même, nous sommes dans des formes de docilité des corps, hein, évidemment, ça n'a quand même pas les mêmes effets et contraintes qu'une prison, et ni les modalités de surveillance. Mais il y a au fond quand même des formes d'autosurveillance. Mais voilà, donc je me suis beaucoup intéressée à la manière dont le bâti construit les corps, et notamment, et j'en viens à un peu le cadre de cette enquête, notamment dans une prison qui est une prison mixte, c'est-à-dire hommes-femmes, une prison consacrée à des personnes détenues en moyenne et longue peine, entre 10 et 30 ans de peine. Et l'autre élément, c'est une prison en gestion déléguée publique-privée. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, qui dit gestion déléguée publique-privée dit que l'ensemble des missions, à la fois ce qu'on appelle les missions liées à ce qu'on appelle l'hôtellerie en prison, ce qu'on appelle la restauration, ce qu'on appelle aussi le rapport à l'insertion par l'accès au travail, la formation, etc., est délégué au privé, et qu'il y a même le bâti appartient au privé, et donc ça n'est pas sans effet aussi sur la circulation des corps. D'ailleurs, à ce propos, il y a un autre ouvrage qui est coordonné actuellement par un de nos collègues qui s'appelle Romain Pudal sur la question des services publics et des PPP. Et avec 2 autres collègues, Cynthia Colmeller et Nathan Rivet, nous écrivons un chapitre sur le PPP en prison de manière encore plus précise.
PPP, partenariat public-privé. Voilà. Et qu'on a intitulé la population pénale, une clientèle pas comme les autres, puisque en fait, dans le PPP, les détenus deviennent des clients. Bon. Mais là aussi, d'ailleurs, ça n'est pas, je dirais, sans lien avec la question de comment on incarcère et pourquoi, et des politiques pénales présentes ou à venir. Alors, comment je suis arrivée à ce terrain carcéral? Je suis arrivée à ce terrain carcéral pour, je dirais, pour situer le propos, au moins pour 2 raisons. La première, elle s'inscrit dans ma biographie, parce que objectiver la recherche, c'est aussi savoir ses limites, hein, c'est aussi ça, le savoir critique, c'est qu'on est capable de délimiter ces sujets, de savoir d'où l'on vient et ce qu'on est capable de regarder, mais aussi comment on agit sur les données, et forcément on agit sur les données. Et moi, avec qui je suis, évidemment, et on pourra en discuter après, mais évidemment, ça a produit un certain type de données. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une monographie, hein, et une monographie située à l'intérieur de cette production des données, et ce n'est pas une enquête sur les femmes en prison. Hein. Alors, élément biographique, tout d'abord, eh bien, voilà, je viens d'une famille pour partie, pas totalement, mais pour partie du côté maternel, ashkénaze, juif russe d'Ukraine, bien pour ça qu'il y a des échos aussi à ce que, voilà. Puisque mes grands-parents venaient d'Odessa, ils sont partis en 41, puisqu'ils étaient sur la liste de déportation liée au régime nazi. Après, il y a tout un chemin d'exil. Ma mère naît dans un camp de transit, donc il y a toute une histoire avec l'exil quand même. Mon arrière-grand-père fait 20 ans de prison dans les goulags parce qu'il était juif et en plus trotskiste. Bien. Et ensuite, la prison est revenue dans ma biographie parce qu'un de mes très proches aussi a été incarcéré. Et là, j'ai vu la prison, en tout cas, je l'ai perçue corporellement puisque j'ai rencontré le parloir et j'avais 24 ans. Et ce moment, évidemment, a quand même signifié une transformation dans ma vie. Et à l'époque, pour y faire face, je m'engage à l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui était à ses débuts. Et l'OIP, c'est une organisation d'ailleurs d'inspiration très foucaldienne. J'étais lundi à Lyon, mais qui était plutôt du côté de la question des droits des personnes détenues. Et j'étais tout à ses débuts. Voilà. Et ensuite, mon chemin de recherche a pris d'autres dimensions et j'y reviens au cours des années 2015 parce que le service de probation de peine me propose de faire des interventions en prison. Et à partir de là, au fond, toutes ces années d'intervention ont constitué un temps de pré-enquête et j'ai pu rencontrer la population pénale de la prison dans laquelle ensuite j'ai mené la recherche et particulièrement les femmes. Et c'est de là où sont venues un certain nombre d'interrogations. C'est que lors de ces rencontres collectives avec un certain nombre de femmes incarcérées dans cette prison, alors je ne vais pas citer le lieu ni le territoire pour anonymiser les données, bien sûr, eh bien, 2 questions au moins revenaient. C'était la question du cantinage, c'est-à-dire justement dans cette prison en gestion déléguée public-privé, PPP, la question du cantinage revenait constamment. Alors pourquoi? Parce que le cantinage, parce qu'on est en gestion déléguée public-privé, d'abord, il y a beaucoup d'intermédiaires, ce qui ne facilite pas la vie en prison, parce que qui dit plusieurs intermédiaires dit aussi qu'on ne sait plus à qui on parle. Vous le savez bien dans nos vies hors prison, hein, où on téléphone à des gens, on ne voit plus les gens, on ne sait plus qui, comment, enfin bref. Donc, qui dit aussi multiplication des intermédiaires, dit aussi risque d'erreur humaine, ce qui est assez logique, sauf que quand on est en prison et qu'on n'a pas de prise sur soi-même, qu'on est même une population captive par rapport à la fois aux capitaux, au marché, mais aussi de qui on dépend des autres, hein, pour avoir sa commande d'huile, de farine, etc., eh bien, les erreurs humaines, elles prennent une dimension énorme. Et plus le coût, puisqu'il faut savoir que les produits sont majorés de 10% plus chers qu'à l'extérieur, alors bien même que, évidemment, les produits qui sont en prison sont des produits de première qualité, on va dire, hein, c'est Lidl et compagnie, mais pourtant 10% plus cher. Donc, on calcule en gros qu'il faut minimum 200 € en prison pour pouvoir vivre décemment. Donc, évidemment, ça n'est pas sans effet, hein, sur la vie de la plupart des personnes que je rencontrais. Donc, il y a un coût matériel de la vie, de la gestion en privé-public, de ces gestions déléguées. Et deuxième élément qui revenait tout le temps, c'est justement la question du récit pénal, la question de rendre compte de soi tout au long de la peine.
Et c'est à partir de ces thématiques qui revenaient sans arrêt que j'ai formulé mon sujet de recherche. Alors, cette recherche a été évidemment, on me pose souvent la question, mais évidemment soutenue par la direction recherche de l'administration pénitentiaire, autrement, je n'aurais pas pu rentrer en prison, soutenue, financée, et également par le service des droits des femmes et par la commission interministérielle de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc, on pourra parler après des rapports ensuite avec les différentes administrations. L'autre élément, à partir de là, donc, je monte cette recherche et donc, tout ce travail pendant 2 ans d'intervenante a constitué un capital de confiance avec les personnes que j'ai rencontrées, avec les femmes particulièrement que j'ai rencontrées, qui m'a permis une grande facilité pour accéder au terrain. Et donc, j'ai mené des entretiens auprès des femmes qui le souhaitaient. Alors, quand je disais réflexivité par rapport aux productions de données, eh bien, au départ de la recherche, nous étions 2 avec Patricia Paperman. Ensuite, pour des raisons notamment de santé, elle n'a pas pu continuer la recherche, mais on n'avait pas le même âge, elle avait 20 ans de plus que moi, on n'avait pas la même présentation de soi, et typiquement, ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont venues vers nous pour réaliser l'enquête. Donc, voilà, moi, en gros, les femmes qui sont venues vers moi, elles avaient entre 20 et 55 ans. Elle parlait plutôt le français parce qu'il y a une population aussi étrangère. Vous savez qu'en prison, 24% de la population pénale est étrangère. Bon. Donc, par exemple, typiquement, j'ai très peu de femmes serbes alors qu'il y avait une population serbe qui était présente, peu de femmes brésiliennes parce que voilà, il y avait un obstacle de la langue. Et aussi, les femmes que j'ai rencontrées, il y a peu de femmes qui ont au-delà de 55 ans, alors qu'il y avait un certain nombre de femmes qui avaient entre 55, 70, 75. Voilà. Donc, mais ça, très clairement, il y a eu des registres identificatoires qui ont fait que, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui ont choisi avec qui elles faisaient les entretiens. J'ai aussi mené des entretiens avec l'ensemble des personnels et des intervenants bénévoles, enfin celles et ceux qui le souhaitaient. Et pour compléter ces entretiens, on a mené des focus group 1 fois par mois à l'aide de films dont on pourra parler. Alors, à propos juste des entretiens, avant que je rentre dans je dirais, l'analyse de la recherche et son cadre plus finement théorique, au niveau des entretiens, au démarrage, j'avais comme dans le contrat qui liait la recherche, les entretiens devaient se dérouler au parloir avocat, mais j'avais aussi la possibilité, ce qui s'est passé d'ailleurs, de faire de l'immersion. Et donc, j'ai pu me déplacer en détention, dans tous les lieux de la détention, ce qui est assez exceptionnel, parce que savoir qu'en détention, personne ne vient. Quand on appelle la détention, c'est vraiment les lieux de détention de cellules. Et en fait, il n'y a que le personnel de soins ou les aumôniers et aumônières ou les surveillantes qui s'y déplacent, mais pas de personne extérieure. Donc, ça a été assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et ça, c'est l'effet du terrain aussi, comme j'avais toutes ces journées d'immersion où je me déplaçais en cellule, dans les cours de promenade, dans les ateliers de travail, de formation, etc., forcément, ça a un peu craqué sur les espaces et tous les entretiens ont eu lieu en cellule. Ce qui a donné lieu aussi des récits très, très précis où on s'est vu plusieurs fois. Et c'est aussi parce qu'on s'est vu en cellule que j'ai pu, avec les personnes détenues, analyser les documents d'expertise pénale à partir desquels elles devaient rendre compte d'elles-mêmes. Je n'aurais jamais pu accéder à ces documents puisqu'elles me les montraient selon leur propre volonté. Et c'est ce qui m'a permis, évidemment, de travailler sur cette question de l'expertise. L'autre élément important aussi, je disais, ce sont les personnes qui ont choisi, c'est elles aussi qui ont choisi le rythme des entretiens. Ça relève plus de la question de l'éthique, mais au moment du passage à l'analyse des entretiens, moi, j'ai procédé à ce qu'on appelle des portraits biographiques. Donc, qui dit portrait biographique, on prend les entretiens, on donne un titre à l'entretien, enfin au portrait, et ensuite, à partir des thématiques qui vont être communes à chacun des entretiens, on réécrit soi-même, donc on réinterprète. Et c'est ça aussi le travail sociologique. On réinterprète ce qu'on entend avec nos propres mots. Et là, je me suis trouvée devant une difficulté au démarrage. En tout cas, c'était que j'avais très peur de cette écriture parce que dire, qu'est-ce que j'allais révéler, qu'est-ce que je n'allais pas révéler, parce qu'il y a des éléments que je ne pouvais pas dire non plus. Donc, j'ai eu peur aussi de trahir
Et donc, c'est un très beau texte, je vous dirai le nom après, mais là, sur la question de la traduction qui m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient traduire. Et donc, il y a des éléments, bien qui n'ont pas pu être dits, dont par exemple, pour certaines, le motif de l'incarcération, parce qu'elles ne le souhaitaient pas et ce n'était pas forcément utile. Et l'autre élément aussi, je n'ai pas non plus insisté forcément sur le motif de l'incarcération, y compris dans l'écriture, parce que je ne voulais pas que ça surdétermine les récits et l'intelligibilité des récits. Alors voilà, une fois posé tout cela, le cadre théorique, je l'ai dit, effectivement, il croise, je dirais, deux cadres qui apparemment paraissent opposés, mais en fait, je trouve que c'est très heuristique de les faire travailler. C'est effectivement une approche foucaldienne des régimes disciplinaires à une approche matérialiste de l'analyse des rapports sociaux. Et quand je dis approche matérialiste, c'est que je considère que, enfin nous considérons, hein, je ne considère pas toute seule évidemment, qu'on ne peut pas aborder la question des récits sans prendre en compte la force des rapports sociaux qui structurent la vie des individus. Ce que j'entends par rapports sociaux, c'est les rapports sociaux de classe, les rapports de classe sociale, les rapports sociaux de sexualité, de genre, de racialisation, etc., qui, en fait, au fond, surdéterminent les trajectoires des individus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des formes de dynamique ou de résistance ou de transformation. Et c'est bien là tout le propos. C'est-à-dire que, et d'où le titre « Résistance à perpétuité », ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment chaque personne que je rencontrais disposait de marge de manœuvre possible face au régime disciplinaire dans le récit de soi. D'ailleurs, selon les ressources mobilisables à l'extérieur, parce que ça compte beaucoup quand on est en prison, selon les capitaux culturels, selon les ressources symboliques, c'est-à-dire tout ce qui a constitué l'avant-prison. C'est en cela que je parle d'expérience carcérale, c'est qu'on ne peut pas considérer la carcéralité sans la penser dans ce qui s'est passé avant la prison. Évidemment, il y a une continuité entre les deux. L'autre élément, dans une approche plus matérialiste, c'est la question du continuum des violences. Alors là aussi, je ne l'avais pas envisagé comme tel au début, mais c'est aussi au fur et à mesure des récits, c'est que je me suis aperçue que toutes les femmes que je rencontrais étaient aux prises à l'intérieur d'un continuum de violence qui ne leur permettait pas toujours de rendre compte justement d'elles-mêmes parce qu'elles ne saisissaient pas les éléments de leur expérience à l'intérieur de ce continuum. Qu'est-ce que c'est que ce continuum de violence de genre? Alors, la notion de continuum des violences, elle provient de débats féministes qui ne sont pas nouveaux, depuis débats féministes d'ailleurs dans le champ académique et dans le champ militant, depuis le début des années 70, avec un article fondateur, celui de Liz Kelly, dans les années 70 d'ailleurs, qui commence à parler de la question du continuum, et ça renvoie au fait que toutes les femmes sont structurées par des rapports de domination et qui à la fois sont structurées par ce rapport de domination. Quand je dis structuré, c'est à la fois ce qui les définit, mais ce qui va aussi participer de leur socialisation, mais ce qui va aussi, je dirais, les déterminer dans les rapports sociaux entre hommes et femmes. Et si l'on associe la notion de continuum à celle de violence de genre, c'est pour traduire le fait que les femmes sont structurées par une série de violences invisibles ou visibles qui résultent de cette hiérarchisation des rapports sociaux de sexe. Alors ça, c'est très important quand je dis visible ou invisible, parce que ça vient signifier quoi? Et là, c'est en droite ligne avec d'autres travaux, notamment d'ailleurs des collègues du laboratoire, notamment par exemple les travaux de Maud Simonet sur la question du travail visible et invisible, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce continuum, eh bien, j'introduis cette question du travail visible et invisible et aussi celle de la division sexuelle du travail, telle que l'a abordée Danielle Kergoat, qui est une autre collègue sociologue. Alors, qui dit travail visible, invisible, ça veut dire quoi? Travail visible, invisible, c'est que, et ça je pense que ça va tout parler, c'est que le conditionnement, il est aussi structuré par le fait que toutes les femmes sont qualifiées par l'idée qu'elles sont pourvoyeuses de services aux autres, qu'elles sont dans un lien permanent aux autres qui les définit et les structure, et être je dirais, une femme de valeur, c'est aussi être dans ce lien permanent aux autres et ce souci des autres, ce que d'autres sociologues ont appelé le travail du care. Bon, moi, je préfère parler de travail visible et invisible, mais
L'autre élément dont je parlais dans la division sexuelle du travail, hérité de Daniel Kergoat, c'est l'idée que on pense qu'il y a des travaux d'hommes et de femmes qui découlent typiquement de ce travail visible et invisible et lié aussi au régime capitaliste, et que, en plus qu'il y ait l'idée qu'il y ait des travaux d'hommes et de femmes, les travaux d'hommes vaudraient plus que ceux des femmes. Bon. Donc ça, c'est important à comprendre, parce que bien souvent, quand on parle des violences, on pense à violence physique, violence sexuelle, violence visible, alors que le retraduire à l'intérieur de ce continuum, évidemment, alors c'est vraiment le terrain qui m'a amené à penser tout ça comme ça, mais c'est justement en pensant cette question du parcours pénal et du récit de soi que je me suis aperçue que la plupart des femmes ne pouvaient pas rendre compte d'elles-mêmes dans ce récit de soi parce que justement, elles étaient structurées à l'intérieur de ce continuum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est prise à l'intérieur de ce continuum de violence, ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément conscience de l'ensemble des rapports de domination dans lesquels on se situe. Alors là, je viens faire référence à une autre auteure qui m'a aussi beaucoup inspirée, qui est une anthropologue matérialiste, Nicole Claude Mathieu, qui a écrit un article fondateur dans mon histoire de sociologue. C'est un article qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». Et ici, ça vient justement interroger directement la question du consentement. Ce n'est pas parce qu'on cède à un rapport de pouvoir qu'on y consent. Pour y consentir, faut-il encore avoir tous les éléments du rapport social dans lequel, ou les éléments d'intelligibilité des rapports sociaux dans lesquels on se situe. Donc, ça vient à la fois interroger de comment construire un récit de soi dans le parcours pénal à l'aune de ce contexte sociologique, de ce décryptage sociologique, mais ça vient aussi interroger la question des grilles d'intelligibilité, c'est-à-dire à la fois des experts pénaux. Si on n'a pas les éléments d'intelligibilité, on ne peut pas aussi entendre le récit de l'autre, mais aussi, ça vient aussi questionner l'intelligibilité des personnes qui y sont soumises. Et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a un vrai, je dirais, c'est plus qu'un paradoxe, c'est un vide d'intelligibilité. Et une autre notion qui me semble intéressante, et d'ailleurs qu'on travaille beaucoup plus avec Sandrine Sanos, justement dans l'ouvrage qui va paraître aux éditions MCHA, il faut dire qu'on était parti pour un avant-propos de 10 pages, il en fait 30 maintenant, mais bon. C'est la question de l'agentivité, c'est-à-dire aussi, si on ne peut pas comprendre justement l'ensemble de ces expériences, on ne peut pas comprendre aussi les agentivités des individus concernés qui, justement, sont parfois inattendues. Et donc, ça pose la question de l'usage de la violence dans l'agentivité des femmes. L'autre élément, justement, parlant d'usage de la violence, c'est cette confrontation au terrain qui m'a permis d'élargir, c'est celle de la violence politique. Je n'y avais pas du tout songé au démarrage, mais c'est justement la rencontre et l'analyse des parcours. C'est-à-dire que durant cette recherche, j'ai rencontré un certain nombre de prisonnières autodéfinies politiques. Ici, en l'occurrence, ce sont les militantes anciennement ETA qui est une organe, voilà, peut-être je précise pour celle, oui. Alors, ETA, alors ça n'existe plus depuis 2018, ça a été dissolu en 2018. C'est une structure qui a été créée au milieu des années 50, anti-franquiste, anti-capitaliste, indépendantiste, basque. Voilà, et dont un certain candidat a beaucoup parlé ces derniers temps et c'est revenu sur la scène politique, là, beaucoup justement avec l'histoire de Colonna et la question du traitement des prisonniers DPS. Bon, voilà. Donc, ces prisonnières, quand je dis autodéfinies politiques, c'est que justement, dans leur cheminement pénal, elles vont s'opposer au qualificatif de la peine pour laquelle elles sont condamnées, c'est-à-dire de terroristes, puisque depuis 1981, il faut savoir qu'il n'existe plus le statut d'opposante politique. Alors, on pourra discuter dessus après. Mais, et maintenant, en fait, toutes ces personnes sont condamnées à l'intérieur du champ, d'une juridiction plutôt spéciale, c'est Vanessa Codaccioni qui l'appelle comme ça, d'une juridiction spéciale liée à l'antiterrorisme. Et donc, une en tout cas de leurs formes de résistance, c'est justement de reprendre la question du qualificatif politique pour se définir. Donc, c'est l'approche comparée, justement, des trajectoires de détenus que l'on va qualifier ici de droit commun, même si ce statut n'existe plus en tant que tel, et de prisonnières autodéfinies politiques, qui justement m'a permis de travailler de manière plus fine sur les marges de manœuvre, donc les formes de résistance aussi face au régime disciplinaire, aux marges de manœuvre à la fois collectives et individuelles pour faire face
aux injonctions, aux différentes injonctions en prison. Et là aussi, ça m'a permis de travailler avec plus de finesse sur la question de l'expertise pénale en lien avec le continuum de violence de genre, sachant que pour les prisonnières autodéfinies politiques, elles ne sont pas strictement définies à l'intérieur de ce continuum, bien que, il ne faut pas non plus idéaliser tout cela, la société basque et y compris les militants de la lutte armée n'ont pas échappé au régime de domination masculine. Mais en tout cas, ça ne rentre pas en cause dans la question du récit de soi, dans l'expertise pénale. Après, alors, Laurence le faisait remarquer tout à l'heure quand j'ai dit PPP aussi vite. Un autre élément, quand on arrive en prison, c'est il faut vite apprendre tout un tas de glossaires qui ont une tonalité très managériale. Donc voilà, le PEP, le PPP, le CNE, le QD, mais on est habitué aussi à ça dans nos métiers. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est très vite, il faut comprendre tout ça. Et là, on en arrive justement dans pourquoi ce récit pénal, je n'ai pas encore dit le mot, c'est qui revenait tout le temps dans ce que j'entendais, c'était la confrontation au PEP. Le PEP, parcours d'exécution de peine. Alors ça, il faut vite comprendre ce que c'est parce que c'était central dans les récits des personnes que je rencontrais. Qu'est-ce que c'est que ce PEP? Le PEP, c'est un dispositif qui apparaît au début des années 90, d'abord en Grande-Bretagne, puis en France et dans d'autres pays européens. Donc, selon le discours de l'administration pénitentiaire, le discours officiel en tout cas, le PEP est un outil qui doit permettre de fixer des objectifs entre les personnes détenues et les experts de la peine pour préparer l'insertion. Donc, l'ensemble des personnels de la détention y participent, les gradés pénitentiaires, les chefs de détention, les psychologues d'application des peines qui sont différentes des psychologues cliniciennes, qui ne dépendent pas de la pénitentiaire, les conseillers de probation de peine et d'insertion, etc. Alors, le rôle de ces personnes, le rôle de l'ensemble de ces personnels est important puisque ce sont eux qui ensuite vont produire des écritures et qui vont avoir une énorme influence au moment des commissions d'attribution de peine, notamment devant le passage du tribunal d'application des peines, et puisqu'ils vont émettre des avis motivés, rédigés en vue de l'obtention d'une permission d'une conditionnelle. Alors là aussi, on touche un autre élément d'évolution du champ pénal, c'est la question des écritures professionnelles. Nous y sommes habitués, mais alors là, c'est très, très important en prison, à la fois du côté des personnes qui donc, produisent des expertises, mais aussi pour les personnes en détention. Il faut tout le temps écrire en prison, ce qui n'est pas sans incidence aussi dans la matérialité du quotidien, parce qu'il faut maîtriser donc l'écriture, et il faut aussi maîtriser le langage. Et donc, là aussi, ça va avoir des incidences dans les relations entre les personnes détenues, mais aussi entre les personnels et les personnes détenues. Alors, vous avez entendu, j'ai dit des mots assez terribles, mais j'ai parlé d'évaluation de la peine, j'ai parlé de management, et ce n'est pas pour rien. C'est que là aussi, alors il y a notre collègue qui s'appelle Gaëtan Cliquenois qui le montre très bien, il a écrit tout un livre sur le management, le nouveau management des prisons, c'est qu'on est rentré aussi dans une évolution du champ pénal depuis 25 ans maintenant, où la question de l'introduction de la peine par objectif ou management par objectif est très présente. C'est-à-dire que le PEP, par exemple, est un déterminant majeur pour montrer comment des détenus sont capables d'infléchir sur leur histoire biographique et pénale par des objectifs justement pénaux. Et alors, ces catégories managériales du diagnostic pénal vont structurer la manière dont la peine est, et je le dis entre trois guillemets, ce n'est pas mes mots, est gérée. Je déteste ce mot de gestion qui envahit le langage du quotidien, mais donc, dont la peine est gérée, mais par voie de conséquence, va contraindre la parole. Alors, il y a cet aspect-là, très managérial de la peine. L'autre aspect, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une gestion en privé-public, en délégué public-privé. Et c'est tout le paradoxe, c'est que dans l'évolution du champ pénal, au fond, c'est moins la question de l'insertion des personnes détenues, c'est moins la question de l'insertion des détenus qui compte que celle, si on parle d'atteinte par objectif, c'est quoi l'atteinte par objectif? Mais ça veut dire qu'on va mesurer si la personne est un danger pour la société. Donc, de la prévention de la récidive. Donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette question de la carcéralisation, parce que si on parle de surpopulation, eh bien, dans ce cadre-là, on va construire toujours plus de nouvelles prisons.
puisque la question, c'est on va assurer l'équilibre de la société et l'État a pour fonction d'assurer en disant la fonction de l'État, c'est ça, on protège la société. Ce n'est pas tant on s'occupe de populations qui sont en difficulté, on voit ce qu'on fait avec, mais voilà, il y a des personnes, d'ailleurs on parle bien moins, enfin, ça fait partie de régimes discursifs politiques qui ont bien leur connotation politique. On va parler de délinquants qui va s'agir de contrôler pour l'équilibre de la société extérieure. Donc, ça change beaucoup de choses, je dirais, ce dispositif. Et comme je vous disais ici, en plus, on est en PPP, mais ça veut dire que les missions d'insertion vont être plus facilement déléguées en PPP. Je vous donne un autre exemple. Dans l'administration pénitentiaire, il y a un métier qui est celui de conseiller de probation de peine et d'insertion. Et ce sont les parents pauvres de cette administration pénitentiaire. Par exemple, dans le centre de détention pour femmes où j'ai mené ma recherche, il y avait 2 SPIP c'est des SPIP, on appelle ça des SPIP, des conseillers de probation de peine et d'insertion, 2 SPIP pour 90 femmes. Et donc, dans toute cette évolution des métiers, le métier de surveillant pénitentiaire devient ce que Mathieu Quinquis appelle la 3e force de sécurité nationale, c'est-à-dire que d'ailleurs, on les forme à ce rythme-là, on dit, vous devenez la 3e force de sécurité nationale. Donc, l'État aussi se justifie par des fonctions régaliennes de sécurité. Tout ça, quand même, a beaucoup de signifiants. Alors, autre élément, ce fameux PEP, maintenant on va parler pénitentiaire, ce fameux PEP, eh bien, il concerne un nombre de personnes bien spécifiques, d'où le fait que cette recherche, vraiment, elle est aussi spécifique dans ce nombre de personnes. Les personnes étrangères sont exclues de ce PEP, puisque, au fond, après leur peine, elles sont extradées. Donc, ça ne justifie pas qu'elles rentrent dans un programme d'évaluation de la peine. Et il faut, pour être intégré dans ce PEP, être dans un temps de peine suffisamment long, échelonné dans le temps, et pour envisager justement l'avenir après ce parcours de peine. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment plutôt du côté des moyennes et longues peines, ce qui justifie aussi la question des personnes que j'ai rencontrées. Donc, quasi toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient soumises à ce parcours d'exécution de peine. Alors, autre question que je me suis posée avant de vous en livrer quelques résultats, c'est que je me suis demandé, dans l'idée de construire un récit au plus près de soi, puisqu'en fait, c'est ce qu'on demande aux personnes, on demande aux personnes, au fond, à partir de 3 mots-clés qui sont la culpabilité, la réflexivité et la responsabilité. Réflexivité, c'est comment les personnes auraient pu agir autrement. Culpabilité, c'est montrer qu'on se sent coupable par rapport au passage à l'acte, par rapport au délit commis. Et responsabilité, alors ça, c'est un autre élément important dans toute l'évolution du champ pénal, c'est le rapport aux victimes. C'est-à-dire que dans tout ce champ pénal et son évolution, et on le voit même dans la fabrique de jugement au niveau des scènes des tribunaux, on donne une très grande place aux victimes aujourd'hui, ce qui n'est pas sans conséquence aussi dans la construction pénale. Donc, responsabilité, c'est être capable de rendre compte de soi par rapport aux personnes victimes. Donc, avec ces 3 mots-clés, comment on construit un récit de soi, sachant que dans ce parcours d'individualisation de la peine, eh bien, la question des violences de genre ne sont pas prises en compte, mais également les effets des rapports sociaux qui conditionnent les parcours de vie. Donc, je me suis posé la question de comment construire un récit de soi dans ces impensés. Au fond, de quelle sorte de vie je pouvais rendre compte dans ce récit pénal aussi. Alors, c'est ça. Alors, sachant aussi que dans cette dualité victime-auteur, on va voir que ça a beaucoup de spécificités pour les femmes, mais on doit montrer aussi une transformation personnelle qui va avec l'obligation d'émettre des regrets face aux personnes victimes, désignées comme telles. Bon, alors, quelques mots quand même sur ces femmes que j'ai rencontrées, donc, avant de me livrer totalement à l'analyse des parcours. Donc, d'abord, justement, cette dualité auteur-victime, elle a toute cette spécificité en ce qui concerne les femmes. Non pas que je veux faire une spécificité naturalisante, ce n'est pas du tout ça, vous imaginez bien, mais c'est que pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles sont, je dirais, prises au piège, elles sont prises avec des dimensions
de la domination de la vie sociale et de dépendance de dépendance en tant que femme dans la vie de couple et familiale qui ne sont évidemment pas prises en compte dans le récit de soi. Et en même temps, qui, on va le voir, cette dépendance dans l'univers du couple et de la famille, elle va être aussi une grille d'intelligibilité dans le parcours pénal. Donc, il y a un vrai paradoxe. Autre élément, toutes les femmes que j'ai rencontrées, hors les prisonnières, en tout cas, ce n'était pas dit comme tel, les prisonnières autodéfinies politiques, avaient fait l'objet de violences intrafamiliales ou avant leur incarcération, qui n'étaient pas toujours visibles, ou d'autres formes de violences, cumulées en tout cas, telles que la précarité sociale. Donc, j'ai rencontré beaucoup de femmes de petite classe moyenne et classe populaire, pour certaines d'entre elles avec des périodes de prostitution contrainte dans le couple ou dans des trajectoires liées à la vente ou consommation de stupéfiants, évidemment des formes de racisme et toute une mécanique de la domination qui s'étend aussi aux mécaniques de domination de violence symbolique. Qu'est-ce que j'entends par violence symbolique? C'est celle d'une timidité ou d'une honte sociale qui empêche de se penser autrement en tant que femme, mais aussi en tant que femme de classe moyenne ou de classe populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que ça va avoir un effet considérable dans le parcours d'expérience carcérale, que pour beaucoup de femmes, le fait d'être passé à l'acte vient contredire ce qu'on attend des femmes, et donc elles vont aussi, alors il y a des logiques d'isolement, elles vont rationaliser aussi l'isolement, mais aussi pour certaines, elles vont par exemple refuser de voir leurs enfants parce que la honte sociale est trop forte. Alors, à partir de là, j'ai dressé 4 parcours. Alors, le premier que j'ai intitulé l'expérience carcérale ou la prison, un lieu à soi maudit. Le deuxième, injustement condamné. Le troisième, une peine attendue. Et le quatrième concerne les prisonnières autodéfinies politiques, donc relève plus facilement d'une requalification de la peine. Donc, concernant le premier parcours, vous avez compris par l'idée d'un lieu à soi maudit, en tout cas pour les plus anciennes d'entre nous, peut-être, ou celles qui font de la littérature, ça renvoie au texte de Virginia Woolf, un lieu à soi, l'écriture comme un lieu à soi. Alors, ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé cette métaphore, parce que c'est vraiment l'idée que pour les femmes qui sont concernées par ce parcours, elles se retrouvent entre 2 écritures de la vie, l'écriture d'avant l'incarcération, l'écriture carcérale, et d'ailleurs pour certaines d'entre elles, pas toutes, elles vont aussi découvrir l'écriture en prison qui va constituer un lieu à soi pour elles-mêmes et un lieu où elles puisent au fond un registre d'intimité ou un registre dans lequel elles se retrouvent avec elles-mêmes. Donc la question de la fonction de l'écriture a aussi du sens. Pas pour toutes, mais pour certaines d'entre elles. L'autre élément de l'utilisation de cette métaphore, c'est pour marquer l'analyse de trajectoires de femmes qui sont concernées par une expérience carcérale où il va s'agir pour elles de se penser autrement en tant que femme, c'est-à-dire de parvenir ou de tenter de sortir de l'assignation de genre dans laquelle elles ont été structurées. Par exemple, pouvoir arriver à dire non aux autres. Certaines m'ont dit, mais maintenant j'arrive à dire non ou j'apprends à dire non. Notamment dans ce dont je parlais tout à l'heure, de ce système de pourvoyeuse aux autres ou de lien permanent aux autres, de souci à l'autre. Mais ça veut dire aussi que dans ce parcours, on a beaucoup de femmes qui justement sont concernées par cette série de violences invisibles qu'elles n'ont donc pas pu reconnaître, même lire avant l'incarcération, et que pendant cette incarcération, il va falloir se reconstruire entre violence agie et violence subie, et c'est tout ce cheminement qui va s'établir. Alors, pour la totalité des personnes qui sont dans ce parcours, je dirais qu'elles répondent aux 3 mots-clés, culpabilité, responsabilité, réflexivité, c'est très fort pour elles. Donc, elles ne sont pas dans un sentiment de légitimation du passage à l'acte. Donc, c'est ce qu'on appelle en prison les bonnes détenues, hein, ou plutôt celles que parfois même qui vont paraître comme dociles face à la demande de l'institution, mais c'est plus complexe que ça, évidemment. Et très directement, sur la question de la réflexivité, elles vont avoir un vrai cheminement de transformation, et c'est là où on va se retrouver face à un paradoxe. Donc, elles ont des formes de transformation et de résistance, sauf que dans ce cheminement, eh bien, elles vont se trouver des fois en but avec la demande du diagnostic pénal. Je vais vous donner un exemple.
d'une femme que j'ai rencontrée, qui au fur et à mesure d'ailleurs des entretiens remobilisait complètement son récit de vie. Et elle s'aperçoit lors d'une permission que son compagnon n'a absolument pas changé et qu'elle se retrouve dans une division sexuelle du travail qui, si ça continue, ça va la replonger dans une forme de dépersonnalisation dans laquelle elle était avant le passage à l'acte. Donc, elle comprend qu'il faut qu'elle le quitte. Sauf que, et ça, c'est évidemment, c'est une réflexivité, sauf que pour pouvoir sortir, il faut avoir un statut de représentativité. Il faut des formes de représentativité. Ça passe par quoi? Par montrer que le couple est harmonieux, par montrer qu'on a un logement à la sortie, qu'on a un travail. Et donc, elle va trouver un travail par les associations qui sont présentes. Elle va construire tout ça, mais elle comprend qu'il faut qu'elle joue le jeu du couple pour pouvoir sortir. Et elle me dit très franchement qu'elle va quitter son compagnon. Elle est fortement soutenue par son avocate qui lui dit absolument, mais elle comprend aussi que si elle le quitte avant, elle ne pourra pas sortir. Elle ne pourra pas avoir sa conditionnelle. De fait, elle va jouer le jeu, y compris sur le téléphone. Puisque le téléphone est écouté. Et d'ailleurs, le prix des communications, dans le prix à l'extérieur, il y a le coût de la surveillance. Le capitalisme n'a quand même pas de limite. Mais... donc, voilà. Donc, elle va jouer le jeu à la sortie de l'unité de vie familiale, qui sont des petits appartements où les personnes peuvent recevoir leur famille, leur conjoint au bout d'un certain temps, eh bien, toujours à la suite de l'EVF et surveillantes qui disent « Alors, comment ça s'est passé à l'autre détenue avec son compagnon? Comment vous savez si c'était pour elle et tout ?» Elle joue le jeu. Elle joue le jeu avec son compagnon, qui comprend quand même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, mais... Et elle arrive à avoir sa conditionnelle. Et pour elle, c'est une vraie émancipation que de comprendre tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais en tout cas, je sais que 6 mois après, elle l'a quitté. Donc, dans ce parcours, on a typiquement un parcours qui vient questionner la notion de consentement, à la fois dans le cadre, je dirais, sociologique, philosophique. Qu'est-ce que c'est que consentir? Et justement, qu'est-ce que c'est que consentir à quelque chose que l'on ne conçoit pas entièrement et pour lequel, même pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles sont prises à l'intérieur d'un écran de la domination masculine qui les empêche de se concevoir entièrement. Deuxième parcours que j'ai intitulé Injustement condamnées. Alors là, concerne des femmes qui sont condamnées donc pour de moyennes et longues peines, alors pour lesquelles, alors là, elles ne remplissent pas bien les cases de culpabilité, responsabilité, réflexivité. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi justement condamnées? Parce qu'on a des personnes qui sont dans un conflit permanent, je dirais, à la fois avec les experts de la peine, avec les personnels pénitentiaires, mais aussi avec elles-mêmes. Pourquoi conflit permanent? Parce que justement, elles n'arrivent pas à résoudre ce soit désigné comme auteur de, et le rapport à la victime, vivante ou non, qui a été bien souvent auteur elle-même de violences qu'elles ont subies. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, bien souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas été entendues en tant que victimes de violences de genre avant le passage à l'acte, avant l'incarcération. Et donc, elles sont plus dans une dénonciation des services de l'État, des gendarmeries, du travail social, etc., parce qu'elles n'ont pas été entendues. Elles vont, alors là, évidemment, par rapport au premier parcours, un lieu à soi maudit, ici, la question de la culpabilité et de la responsabilité est plus facilement écartée pour un discours qui consiste à dire « je suis injustement condamné », d'où le titre, enfin l'intitulé du parcours. Donc, ça a quoi comme conséquence? Qu'elles n'arrivent pas à se reconnaître comme détenues, bien souvent, même elles vont rejeter la catégorisation de détenues, pas pour toutes, mais quand même pour beaucoup, ou en tout cas, elles vont se positionner comme détenues distinctes des autres. Alors, c'est aussi une manière aussi de reconstruire une espèce d'économie morale des peines où il y aurait une bonne, mauvaise victime, où il y aurait des vrais et des fausses agresseurs, mais c'est ce qui leur permet aussi de puiser une espèce d'équilibre pour maintenir un rapport à soi et aussi pour maintenir un équilibre entre la vie d'avant la prison et la vie actuelle, en conservant aussi cette espèce d'économie morale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entre elles, la définition de soi en tant qu'auteur de violence est pratiquement toujours récusée, parce que d'abord, elles se définissent comme victimes de violence. Alors évidemment, dans ce parcours, je trouve que ce parcours, il vient interroger la notion de légitime défense, à la fois sur la question
pénale et tous les débats qu'il y a actuellement, enfin, depuis un certain temps, à la fois chez les magistrats, mais également chez un certain nombre de féministes. On en parle dans le livre aux éditions Amcha, mais voilà, qu'est-ce que ça vient de dire aussi, hein, toute cette question ou pas de l'ouverture de cette question de légitime défense, mais vient aussi interroger ce rapport à l'usage de la violence comme forme d'agentivité. Alors évidemment, là aussi, il intervient souvent dans des moments qui ne sont pas les plus attendus en situation de violence, et d'où le fait qu'elles sont peu ou pas reconnues comme étant dans la légitime défense. Mais en tout cas, la notion d'agentivité, c'est sûr. Alors souvent, on me dit, oui, mais en fait, les femmes sont plus condamnées que les hommes, notamment dans ce type de parcours. On n'en sait rien. Aujourd'hui, je trouve que ce serait très difficile de le dire, mais justement, ça fait partie des programmes aujourd'hui de recherche qui s'ouvrent avec d'autres collègues. On est en train de monter des gros programmes de recherche avec des collègues au Québec, à Montréal, justement, où on voudrait monter une recherche sur la fabrique de la peine. Voilà, un message sera sûrement sollicité. Troisième parcours que j'ai intitulé l'enfermement inéluctable ou anticipé. Alors là, typiquement, on a des détenus pour qui la question de l'incarcération, quand je dis anticipée ou inéluctable, faisait partie des risques à prendre avant la peine. Et souvent, ce sont des femmes pour lesquelles il y a une socialisation des questions pénales et judiciaires bien avant leur propre incarcération, soit parce que leur compagnon est déjà incarcéré ou des personnes de la famille. Donc, il y a, on pourrait dire, dans une tradition goffmanienne, des carrières professionnelles liées à des activités non institutionnelles ou illicites. Et là, on a typiquement des femmes pour qui il y a une expérience précarcérale de la question juridique, pénale, qui va constituer pour elles souvent des ressources, d'ailleurs, pour faire face justement au récit de soi, enfin pour faire face au récit, en tout cas dans la question pénale. Alors, on a aussi des femmes là, on a beaucoup de femmes étrangères, justement, pour qui, certes, le risque était certainement faisait partie de leur passage à l'acte, mais c'est aussi beaucoup de femmes qui vont se retrouver plus isolées, à la fois sur le plan linguistique, je vous le disais tout à l'heure, mais sur le plan économique aussi, par exemple dans l'accès à la formation et au travail. Alors pour celles, par exemple, qui sont consommatrices de stupéfiants, quand elles prennent du Subutex, elles sont plus lentes, et les ateliers de travail, ça demande une activité importante, donc elles vont se retrouver plus isolées pour pouvoir accéder aux ateliers de travail, par exemple. En tout cas, pour celles qui ont une préconnaissance des instances judiciaires et policières, très clairement, ça va constituer une ressource pour elles. Alors, pour autant, là aussi, on va retrouver une division sexuelle du travail criminel. Pourquoi ? D'abord, bien souvent, ces femmes occupent, pas toutes, mais quand même la plupart d'entre elles, occupent des fonctions moins lucratives que les hommes dans ces réseaux. Deuxièmement, elles sont aussi plus exposées à des situations de violence ou de prostitution contrainte dans cette carrière de criminalisation. Et l'autre élément, elles prennent aussi le risque, pour notamment les femmes étrangères, d'être emprisonnées loin de leurs proches, puisque souvent elles viennent du Brésil, ou pour celles qui ne sont pas étrangères, mais qui viennent des départements d'outre-mer, par exemple de Guyane, ça complique aussi les relations avec l'extérieur, et donc avec une difficulté d'avoir des ressources extérieures. Quand on sait que les ressources extérieures sont très importantes. Alors, les ressources extérieures aussi, elles relèvent d'une autre division sexuelle du travail, en ce qui concerne les femmes, et d'ailleurs même pour les hommes incarcérés, parce que sur qui repose ce travail de soutien affectif, matériel, ce sont d'autres femmes à l'extérieur. Voilà, donc les mères, les sœurs, etc. Donc là, dans cette trajectoire, on a vraiment une trajectoire. Alors, autre élément aussi qui diffère des enquêtes sur les hommes à ce niveau-là, c'est que l'incarcération ne constitue pas une étape positive de l'incarcération. On montre dans beaucoup de travaux sur les hommes qui sont concernés par ce type de trajectoire, eh bien, au fond, on devient bonhomme en prison. En prison, on ne devient pas une bonne femme, au sens positif du terme. D'ailleurs, quand je vous le dis, ça ne renvoie pas au même champ sémantique, bonhomme, bonne femme. Et ça ne constitue pas non plus un rite, je dirais, de passage pour accéder à un autre statut dans la carrière et dans la professionnalisation. Bien souvent, justement, je vous parlais tout à l'heure de la question de la prévention de la récidive. Il y a moins, alors, c'est le parcours où il y a le plus de récidives, mais pour autant, il y a moins de récidives chez les femmes que chez les hommes, parce que justement, elles sont aussi prises avec une division sexuelle du travail, parce qu'elles ont des enfants, parce que ceci, parce que ça. Voilà.
bon, voilà, on discutera de tout ça. Mais, et pour certaines, notamment pour celles qui sont fortement usagères de produits de stupéfiants avant l'incarcération, alors c'est une forme aussi de rationalisation de la peine, hein, mais le passage en prison va constituer un temps où elles ont l'impression que ça vient suspendre un sentiment de déchéance, de perdition de soi, notamment par le fait qu'elles arrêtent les produits stupéfiants. Pas pour toutes, hein. Quatrième parcours, et ensuite je vais conclure pour qu'on ait le temps de la discussion, parce qu'après moi je parle trop en fait. Et donc, concerne les prisonnières autodéfinies politiques, donc je le disais, elles sont spécifiques à plus d'un titre, parce que d'abord, elles ont évidemment un parcours politique qui fait qu'elles ont une conscience très forte des rapports de domination. Donc, elles se définissent comme anticapitalistes, elles se définissent comme féministes, alors avec des pluralités selon les âges, les générations, les temps de clandestinité, etc. Mais bon, mais ça veut dire aussi qu'elles ont un cadre réflexif assez fort quant aux conduites à tenir par rapport à l'administration pénitentiaire, par rapport au régime répressif. Une de leurs, évidemment, de leurs postures politiques, c'est la critique des systèmes répressifs. Elles revendiquent la violence d'État et surtout l'illégimité de la violence d'État, pas ETA, de l'État à l'État. Donc, je dirais, alors, les situations ont changé aujourd'hui, mais jusqu'en 2018, moi, quand j'ai mené mon enquête, c'était en 2017 et 2018. Et jusqu'en 2018, le TA n'était pas dissolu, donc il y avait de fortes, je dirais, traditions collectives. Hein. Par exemple, les procès des militantes TA avant 2018, c'est que personne ne répondait au récit individuel. C'était une réponse collective. Si bien que moi, j'ai vu quelques documents des expertises. Par exemple, à chaque fois, pour ces militantes, c'était manque d'empathie. C'était parce qu'elles ne répondaient pas individuellement. Alors maintenant, ça change évidemment parce que justement, il y a cette dissolution, donc tout le monde, enfin, chacune essaie de répondre comme elle peut, enfin, de se débrouiller comme elle peut avec la question pénale. L'autre élément, c'est que toutes mettent en avant cette posture politique, à la fois comme forme de résistance, mais aussi face à l'administration pénitentiaire. Et je dirais que c'est cet adjointement au politique qui est au fondement de leur résistance, alors ici plus collectif qu'individuel. Alors que pour l'ensemble des détenus que j'ai rencontrés, les formes de résistance, elles sont plus individuelles que collectives. Et l'autre manière de tenir en prison, alors certes, ça s'appuie sur cette autodésignation politique, mais également par des dynamiques de distanciation avec l'administration pénitentiaire, hein, notamment en ce qui concerne les pratiques de délation, qui évidemment font partie là aussi de tous les régimes de pouvoir d'ailleurs. Et deux autres éléments, je finirai là-dessus, ce sont elles souvent qui suivent des parcours universitaires. Par exemple, je vais être dans le jury de thèse de l'une d'entre elles, c'est incroyable, mais qui travaille en économie, enfin moi, qui fait tout un travail incroyable d'ailleurs, incroyable, mais bon. Des fois, aujourd'hui, quand personnellement, en tout cas, je m'affaiblis vu à toutes les situations politiques que l'on traverse, parce que quand même, ça a des effets, je me dis quand même, il faut tenir, parce qu'en Ukraine, il y a les écoles qui essaient de maintenir les scolarités, et je pense à ces prisonnières qui, malgré des années de prison, font des thèses, font des trucs, je me dis, bah, allez, hop, on se lève. La dialectique auteur-victime, évidemment, ne s'inscrit pas aussi dans le rapport à l'expertise pénale par rapport aux violences de genre, ou directement, en tout cas, en lien aux violences de genre, mais par rapport à la question collective hein, du rapport à l'acte. Et donc, vous imaginez bien que pour ces détenus, culpabilité, ça ne rentre pas du tout dans le registre de la culpabilité. Deux, réflexivité, certes, elles ont une forte posture réflexive, mais dans un discours politique constant, et responsabilité, évidemment que là aussi, dans le rapport aux victimes, il ne va pas y avoir du tout le même récit. Donc, par exemple, pour certaines, pas toutes, elles refusent même de payer la dette à l'égard des victimes, puisqu'il y a des dettes pénales aussi, hein, et elles refusent de la payer. Pas toutes, hein, mais donc ce qui évidemment n'arrange rien sur la question. Mais de toute façon, elles savent qu'elles n'auront jamais de conditionnel parce qu'elles n'en ont jamais. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus pour qu'on ait le temps de la discussion. Donc je l'ai dit en introduction, je pense que la question du travail autour de la pénalité, on n'est pas les seuls à le penser, hein, est une question à la fois fondamentale dans nos disciplines,
en sciences humaines et sociales, mais également, je pense que la question du droit, la question pénale, elle est directement liée aussi à la question des savoirs critiques et aussi des savoirs politiques dans nos espaces contemporains. Merci beaucoup. Merci, merci Natacha, merci beaucoup. Moi je dois avouer, je t'écouterai parler des heures. Et la grande chance, c'est que c'est enregistré. Je vais te réécouter. Non, non, c'est très dense. À un moment, j'ai noté qu'au fond, le sentiment que j'avais, c'était de voir la prison à travers ce que tu racontes comme un lieu d'observation totale, pas au sens du panoptique de Bantam, mais véritablement comme un espace de toutes les contradictions qui nous traversent les uns les autres, et aussi donc dans le rapport interpersonnel, dans le rapport social, dans le rapport politique également, hein, toute cette place de la dimension gestionnaire. J'avoue personnellement que je n'en avais pas une conscience aussi aiguisée que ce que tu viens de mettre à l'œuvre. Aussi, à plusieurs reprises, on a parlé de sigles. C'est intéressant, en montant en généralité, il y a une forme de barbarisation de la langue qui invisibilise les choses et qui écarte aussi, parce qu'au fond, il y a celui qui détient, qui comprend et celui qui ne comprend pas. Et puis, il y a plein d'implicites derrière tous ces sigles. Quand on parle par sigle, c'est très comprimé. C'est très comprimé et en même temps, ça veut dire des choses à ceux qui emploient. Moi, je travaille dans une institution qui s'appelle l'INSPE, c'est déjà un sigle très barbare, qui a je pense qu'on pourrait faire une encyclopédie des sigles. Et au fond, il y a quelque chose de la barbarisation, de la brutalisation. C'est extrêmement brutal, au fond. Absolument. Voilà. J'ai eu... Donc, c'est pour ça que je redis qu'en t'écoutant, ce n'est pas un compliment gratuit que je fais, c'est que ce que tu viens de dire, pour ma part, ça va travailler longtemps. Et je suis heureux, au passage, je les salue, je vais passer la parole ensuite à Pierre pour la discussion. Je suis heureux d'ailleurs que dans l'assistance, il y ait plusieurs étudiants, je crois que c'est niveau master, je ne sais plus, accompagnés par Serge. Je parlais de l'assistance, je salue aussi l'assistance en présence, hein, mais l'assistance en visio, et les étudiants de l'Université d'Évry qui, comment dire, sont dans le cours de historien collègue qui est ici présent et qui travaille sur les questions de genre, et donc ils sont venus t'écouter avec, je pense, beaucoup d'intérêt parce que c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Alors peut-être qu'on va passer la parole, je vais passer la parole à Pierre, qui va peut-être pouvoir retourner la caméra vers lui, parce que on voit... alors, il faut que tu retournes la caméra vers toi, Pierre, et donc je vais te laisser la parole hein, pour discuter ce formidable ouvrage. À toi, Pierre. Merci, Florent. Donc, merci à Natacha et à toi de m'avoir mis au défi de venir commenter cet ouvrage. Et merci à Natacha maintenant pour cette revisitation de tout cet exercice et pour de nous avoir associés à cette réflexion que tu poursuis. Je me sens, je dois dire, je l'avais déjà dit, je crois, quand j'ai eu l'occasion de dire quelques mots à la présentation à la présentation du livre, des affinités avec ce travail. Je le préciserai maintenant en évoquant déjà ceci. J'ai dû, il y a quelques mois, rédiger un hommage à un collègue décédé prématurément, Reza Banakar, un collègue iranien à l'origine, sociologue du droit, donc, qui a fait sa carrière en Suède. Et j'avais trouvé un texte de lui de 97, si je me rappelle bien, où il défend que la sociologie du droit devrait faire ce que font les études féministes. Ah ben ça alors. Voilà. Et pourquoi? Parce que les études féministes ont fait deux choses excellentes. Elles ont
assumer, je crois qu'il emploie le terme que j'emploie maintenant sans aucune connotation négative, ce qui n'est pas tout à fait évident, une idéologie, donc au fond une visée politique. Une visée politique. Et puis parce qu'elles se sont émancipées de la sociologie. Bon, j'y reviendrai dans la partie plus débat. Et je dois dire que je suis témoin du dynamisme des études féministes sur ces dernières décennies, ces toutes dernières décennies, et par comparaison de, comment dire, oui, de la difficulté à assurer les études socio-juridiques d'un dynamisme comparable. Et je suis convaincu que les études socio-juridiques auraient à gagner à suivre ce modèle, au fond, d'engagement politique des études féministes. Et bon, je considère que le potentiel est là, en ceci que si on regarde dans quelle direction on travaille beaucoup de recherches sur le droit et sur les droits, on pourrait défendre que les études socio-juridiques, d'une certaine manière, généralisent les ambitions des études féministes de mieux penser, autant que possible, avec les intéressés ou fournissant aux moyens, des moyens qui soient saisissables par les intéressés eux-mêmes, de tirer pleinement parti des potentialités de nos sociétés, d'accueillir des individualités pour mieux se faire comme collectivité. Tu as à un moment donné parlé des collectifs et des individus, je crois, avec au fond probablement des idées proches de ça. Tout ça, naturellement, fonctionne misérablement dans la réalité, mais plus on prendra au sérieux des présupposés qui habitent pourtant cette réalité, malgré ce qu'elle a de misérable, et plus on donnera aux unes et aux autres les moyens d'entrer dans les jeux qui pourraient donner réalité à ce type de collectivité avec ce type d'individualité, mieux on fera notre travail de chercheuses et de chercheurs. Et je lis ton livre et je vois un travail inspiré par une motivation féministe, en tout cas aussi, qui fait très précisément dans un domaine très particulier, au fond, cet exercice, c'est-à-dire de mieux saisir quels obstacles rencontrent des processus de subjectivation qui sont ce qu'il s'agit au fond de valoriser dans l'époque où nous nous trouvons, et qui est d'ailleurs valorisé. Les gens regardent certains épisodes, enfin ce qu'on entend de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc, voilà déjà une excellente raison de me sentir chez moi, au fond, dans cette réflexion. Et bon, d'abord. Ensuite, évidemment, il y a un côté proustien, en ce sens que je retrouve Michel Foucault, ça, je crois que je l'avais déjà dit, et Michel Foucault, en effet, m'a, moi, marqué de deux manières. D'abord, le premier ouvrage, Surveiller et punir, est ma première lecture, que je n'ai pas lâché jusqu'à ce que j'arrive au bout, de sciences sociales dans mes toutes premières années d'université. Et c'est resté pour moi, au fond, l'aventure intellectuelle, l'expérience de la pensée partagée. Je n'ai jamais rencontré Michel Foucault, malheureusement, mais enfin, j'ai eu cette expérience de lecture. Et puis, une deuxième expérience, alors elle, avec des incidences sur une très longue durée, qui a été, comme d'ailleurs avec certains musiciens que j'ai beaucoup aimés, une énorme surprise. C'est-à-dire, j'ai lu Surveiller et punir, je l'ai relu un certain nombre d'autres choses,
à la microphysique du pouvoir, la volonté de savoir, volume 1. Et puis, un beau jour, je suis tombé sur… Enfin, j'attendais, comme beaucoup d'autres, on a perdu ça de vue avec le recul du temps, j'attendais les volumes suivants de l'histoire de la sexualité, et ces 2 volumes arrivent. Moi-même, je les ai reçus quelques jours avant d'apprendre son décès. Et j'ai encore eu le temps de m'étonner avant de savoir que je ne pourrais pas avoir ça avec lui. Tout à coup, on parle de philosophes grecs qui ont des soucis avec enfin, qui réfléchissent le souci qu'ils ont d'eux-mêmes. Enfin, voyons, on n'est pas très… Bon, à première vue, on est bien loin du grondement de la bataille et d'autres motifs du contrôle social qui s'exerce par les discours qu'on demande aux gens de faire dans la volonté de savoir. Et j'ai passé en fait des années à entrer à… J'ai rencontré les Foucaldiens qui m'ont soutenu, qui n'avaient là aucune transition. Je crois qu'il y a une transition profonde et une transition vécue par Michel Foucault, qui fait d'ailleurs l'intérêt de son parcours, avec des motifs et des circonstances de vie probablement qui mériteraient d'être encore repensé. Je crois qu'on n'a pas assez tenu compte. Ça, j'ai quand même le dire. Je n'ai jamais vu de notes à ce sujet. Donc, il y a ces leçons au Collège de France. Et il se lance à un moment donné dans des considérations sur la façon que nos sociétés ont de tirer parti de la créativité individuelle avec quelque chose d'assez animé. Et puis, tout à coup, on tombe dans une description un peu académique de l'utilitarisme benthamien, quelque chose comme ça, quasiment grisaille. Et on va voir de plus près, et c'est la date à laquelle tel journal a publié un article scandalisé avec ses prises de position sur la révolution iranienne. Ah oui. Et je crois qu'il y a eu là une succession de cas sûrs qui l'ont grandement poussé à partir déjà d'un point de départ qui était riche, parce que le grondement de la bataille, on a déjà beaucoup disserté à ce sujet, c'était quand même une façon très, très ouverte, au fond, de voir ce qui peut se passer dans des prisons. Il y a eu là un parcours qui l'a mené, c'est ça que donc j'ai, de mon côté, vécu intellectuellement sur pratiquement 2 décennies de l'assujettissement à la subjectivation. Et ça, c'est exactement cette tension, ce possible basculement, à quelles conditions, qui est, je crois bien, ne pas trahir ta pensée en disant que ça joue un rôle. Bon, et puis plus ponctuellement, peut-être pas si ponctuellement que ça, juste encore une mention. Donc, j'aime énormément la référence à la sociologie de l'émancipation. Et là, c'est peut-être une question en passant. Est-ce que… et puis, c'est une question… Ouais. Je serais peut-être bien de ne pas la poser. Est-ce que tu travailles un peu aussi avec Boaventura de Sousa Santos? Ça te dit? Non, oui. Non, mais c'est… Oui, enfin, c'est un cas intéressant de personnes extrêmement intéressées par l'émancipation. Je ne suis pas sûr que son entourage soit très émancipé, mais enfin, mais voilà. Alors, donc, mais en tout cas, donc, il défend, et à partir d'une expérience tout à fait solide, de ce que, comme Portugais, qui connaît aussi le Brésil et qui s'est formé aux États-Unis, qui redécouvre au Brésil les effets de la domination des États-Unis et qui défend une épistémologie du Sud, et donc comme base d'une sociologie de l'émancipation. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment très bien. Et après, c'est un petit paradoxe dans certains aspects du parcours du collègue. Donc, alors, la dernière expérience de familiarité, c'est naturellement ta rencontre avec les prisonnières basques, parce que donc j'ai eu 2 ans j'ai travaillé pendant 2 ans au Pays Basque, j'ai vécu pendant 2 ans au Pays Basque, dirigé l'Institut international de sociologie du droit qui s'y trouve, et c'était donc à l'époque où j'y suis arrivé au moment où il venait
d'annoncer une trêve qui a permis aux nationalistes de gagner les élections. Et puis, j'étais là-bas quand ils ont repris les attentats. Bon, oui, non, alors on a vu c'était ça en 2008. Non, avant. bien 2004. avant. Parce Bien qu'il y a eu avant. plusieurs. Oui, non, la trêve, je crois que c'était la première, il y en a peut-être eu d'autres après, Ah mais oui, la c'était en première. 98. Ah oui, 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 il y en a eu d'autres après. 98, et puis les attentats ont Ah oui, oui, repris oui, oui. tout Ah oui, début alors c'était. 2000 ou fin Oui, oui, 98. oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, Euskal Presoak, Euskal Oui, Etxera, c'est ça, c'est ça. etc. Bon, ça. ben, on connaît un peu et on Incroyable. découvre ça ici. Oui. Alors, juste quelques notes de lecture et puis un petit jeu, enfin, je peux dire un petit bouquet de questions. Donc, note de lecture, peut-être juste quelques mots sur ta démarche dans son ensemble. Ce que tu l'as encore dit maintenant, tu n'as pas présenté ça comme ça maintenant, mais donc je me suis permis de dire qu'il y avait quand même probablement une motivation aussi féministe. Tu as plus parlé de ton histoire de famille au fond, au moment de dire comment tu étais arrivé à ce thème. Et ne connaissant pas cette histoire, je vois le livre, je vois tes autres travaux et je vois une très forte motivation féministe partant d'expériences de femmes dans les contextes qui sont ceux dans lesquels moi probablement et nous ici évoluons aussi, et qui saisit ce terrain, si je peux dire, pour prendre un recul critique qui te permet de mieux analyser la situation de domination à laquelle tu es toi-même. Donc, au fond, une mise au carré de la domination qui te permet de mieux approfondir cette question de la domination. Donc, des femmes en prison pour mieux comprendre ce qui, au fond, beaucoup plus généralement arrive aux femmes. Et avec encore en plus, naturellement, cette potentialité, Florent vient de le noter aussi, ça te permet d'aller au-delà vers les formes de domination beaucoup plus générales qui se sont développées. Bon, celle-ci, sous cette forme-là, ces dernières décennies, avant, il n'y avait pas la technologie qu'il fallait, dont on ne parle plus beaucoup ces derniers temps parce que c'est ni le Covid, ni Poutine, mais enfin, je ne comprends peut-être pas complètement. Alors, malheureusement, Le Pen et Macron, là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, oui, ça rejoint. Mais oui, en fait, le problème à l'heure actuelle, c'est une opposition, une tension entre des mécanismes extrêmement efficaces de contrôle, de gestion des ressources humaines, hein, qui posent une opposition sociologique fondamentale entre ceux qui ont une certaine capacité, possibilité de se placer dans ces mécanismes et d'en tirer parti, et une énorme majorité de gens qui les subissent. Tout à fait. Voilà. Oui, on est d'accord. Et ce qui n'est pas tout à fait le capital et le travail. C'est bien dommage, puisque la gauche et la droite, c'est le capital et le travail. Il faudrait pourtant que cette opposition s'exprime politiquement. Elle s'est exprimée. Enfin, bon, Eh ben voilà. Elle s'est exprimée. Elle s'est exprimée, et voilà. Et on n'est pas content. Et on n'est pas content du tout. Et donc, un des enjeux, c'est vraiment de trouver une autre manière d'exprimer ce qui s'exprime avec une forme de vérité dans la détestable opposition à laquelle on aura affaire dans 15 jours. Absolument. Voilà. Absolument. On a été pris de vitesse. Absolument. Ah ouais. On a été pris de tout vitesse. à fait d'accord. Voilà. Donc, voilà, ça c'est donc pour ta démarche dans son ensemble. Et puis encore une autre note pour la démarche, un peu plus brève, qui est ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir, c'est le propre, je crois, des très bons travaux, comment tes présupposés théoriques, politiques, au fond, se traduisent naturellement aussi, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez Bourbain 325, mais non, ça ne sera pas audible sur l'enregistrement, c'est parfait,
ton procédé méthodologique, c'est-à-dire un souci dans l'échange avec les personnes que tu rencontres et au moment de rendre compte des paroles recueillies, qui est entièrement cohérent avec ton souci d'émancipation, de contribuer à un savoir qui pourrait permettre à plus de personnes de mieux se réaliser dans une société qui permette effectivement à des personnes de se réaliser tout en se réalisant elles-mêmes, peut-être de manière d'ailleurs écologiquement soutenable. C'est là qu'il y a encore une boucle qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réussir. Donc, voilà, quelques observations, quelques réflexions après lecture de ton livre. Et maintenant, quelques questions. Donc, une serait, c'est un souci assez général, il me semble que dans tout ce que je viens de dire, pas toujours un peu dans le même sens, il y a dans ton travail toute une conceptualisation qui, bien entendu, va bien au-delà du terrain que tu observes et qui, à mon avis, et c'est certainement aussi je ne pense pas que tu aies quelque chose à objecter à cette affirmation, qui mérite d'être développée bien au-delà de ce terrain. Et il y a très longtemps, c'est ce qu'on appelait du développement théorique. C'était chercher à formuler une théorie, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement passé de mode. Toi, tu en parles, hein, Ah oui, oui, oui. Y compris des théories des acteurs eux-mêmes. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de la bonne théorie. Et donc, ma question, c'était précisément ça. Comment quel avenir tu vois à un travail et quelles modalités possibles à l'heure actuelle, alors des réseaux sociaux, des blogs, etc., à un travail théorique plus conséquent. Si tu veux, pour dire ça plus concrètement, je te vois publier successivement pas mal de livres, bravo, donc je suis très jaloux, j'aimerais en faire autant. Mais c'est une forme de survie. Mais ils sont quand même ce qui te permet de faire un excellent travail, mais enfin, ils sont tous ceux que je connais dans ce domaine un peu plus spécifique. Et comment pourrais-tu envisager des procédés, des démarches, des initiatives, et à qui suggérerais-tu éventuellement? Moi, tu vas me dire, la Maison des sciences de l'homme n'a qu'à faire son travail. Très bien, j'essaie. Mais voilà, comment est-ce que toi, est-ce que tu te verrais participer à un exercice plus théorique, comme on disait bêtement dans les années 80, ce qui est quand même ce qui nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est une première question. Une deuxième question. Une deuxième question, c'est un point de départ pour une réflexion. Tu en as un peu parlé, donc je suis enchanté de t'entendre parler d'agentivité. C'est vraiment aussi ce qui m'intéresse, d'où vient notre capacité d'action. Et ce qui m'aurait intéressé, tu as abordé ça. Ah oui, non, c'est quand tu as parlé de la thèse de ces détenus que j'ai vu un exemple plus concret de ce que j'essayais d'illustrer. Je disais donc que j'apprécie ton motif de la sociologie de l'émancipation. L'émancipation, en même temps, est un terme qui me semble un tout petit peu sous-évaluer une composante de ce qui rend possible l'agentivité, qui est, il ne s'agit pas seulement d'avoir les coudées franches, il s'agit que ce qu'on fait librement, surprenant éventuellement d'autres, puisse être reçu. Et oui. C'est ce qui se passe avec une bonne thèse, n'est-ce pas, par exemple, ou bien avec un Foucault qui tout à coup parle de toute autre chose. Et ça, c'est une dimension que j'aimerais mieux
comprendre et sur laquelle je t'entendrais volontiers. Je la vois un petit peu moins mise en évidence dans ce que tu écris, dans ce que tu dis. En même temps, manifestement, c'est présent. Donc, Oui, oui. voilà. Voilà, puis encore trois autres questions un petit peu plus brèves. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine, alors là, on n'est pas dans la théorie au sens le plus noble du terme, mais dans un sujet plus transversal, assez spécifique, comment est-ce que tu situes ton travail? Est-ce que tu penses pouvoir aussi rejoindre tout le travail qui se fait, alors je pense un peu comme un touriste dans ce domaine, à Loïc Vacan, donc ou naturellement aussi à Christian Moinin, Boltanski un petit peu. Enfin bon, donc la question de ce virage à tous les collègues canadiens autour d'Alvaro Pires, etc. Ce virage répressif assez effarant qui accompagne d'ailleurs, qui accompagne le fameux virage managérial, n'est-ce pas? Et donc tu observes entre cette obsession de prévention de la récidive, le fait qu'on met à l'écart des associations qui faisaient un travail splendide jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps. Donc, tu es en train, là aussi, d'observer, à côté de tout ce que tu observes plus spécifiquement dans les parcours de ces femmes, tu assistes à un changement du monde carcéral qui mérite peut-être d'être encore mieux mis en évidence qu'il ne l'est déjà par un certain nombre de travaux actuels. Il pourrait l'être par ton travail à toi, sur ce point. Ensuite, je reviens à quelque chose que… Florent, il faut juste que je précise. Donc, j'étais enchanté d'être présenté comme philosophe. Hein, vraiment, merci. Ça me va droit au cœur. Après tout, peut-être que je le suis. Je veux bien le croire. Mais donc, je ne suis pas professionnellement. Hein, donc, enfin, je ne suis pas formé. Officiellement, je ne suis pas habilité. Je suis Alors, sociologue et je dis-nous suis tout. juriste. Dis-nous qui tu es, Pierre. Ah, d'accord. Sociologue On m'a toujours dit que tu juriste. étais philosophe. Voilà. Qui suis-je? Sociologue et juriste. Sociologue et juriste. Et heureux de l'être. Et en fait, effectivement, bon, c'est une façon d'être philosophe, certainement. Et donc, ma question était, revenant à ce Banakar que je citais au début, qui était enchanté par le fait, c'est une petite différence entre lui et moi, d'ailleurs, a été de son vivant, qu'il défendait en effet qu'il fallait mélanger le droit et la sociologie. Ben justement, je suis sociologue et juriste, mais avec un certain souci de ménager ces différentes sphères en moi-même, et donc autant que possible faire jouer les interactions entre les domaines encore mieux par la consistance que j'entends donner à chacun des domaines en question. Peut-être que je te souffle là la réponse à ma question. Au fond, ce que signifie pour toi le fait d'être sociologue. Et puis la toute dernière question, c'était à propos, inspiré d'abord par une expérience de lecture faite avec des étudiants. On sait, j'ai pas mal travaillé pendant quelques années avec des étudiants sur la modernité à partir d'un travail sur des textes d'opinion contemporains. Et c'est tout à fait intéressant, puis en même temps, c'est l'occasion de se rendre compte à quel point l'époque perd en consistance. Au fond, chacun y va de sa petite… son petit malaise et lui trouve des mots, etc. Et à un moment donné, un très bon étudiant a été chercher de façon un peu plus ingénieuse que d'autres un excellent article appuyé sur Gortz avec des références marxistes, etc. Et on voit là un outil critique au travail. Plus personne ne dit ça, donc ça n'a aucun effet. Et puis, c'est peut-être plus tout à fait ce qu'il faut maintenant, mais on se rappelle tout à coup qu'il y a des outils critiques qui ont pu être d'une efficacité redoutable et qui ont en partie été un petit peu forgés par des intellectuels au contact de ce qui se faisait à l'université. Enfin, oui, à l'université. Et donc, au moment où tu parles, et ça aussi c'est un motif qui m'enchante, on va l'occasion d'en reparler, de travailler de manière critique avec tout ce que ça peut vouloir dire, est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas aussi se demander
quelles sont nos responsabilités, nos chances et comment est-ce que ça devrait se formuler pour que ces outils critiques que nous nous forgeons pour nous-mêmes aient des chances de circuler, de faire des dégâts. Voilà, donc voilà quelques questions pour t'exprimer le plaisir que j'ai eu à t'entendre, à te lire et à t'entendre. Merci beaucoup. Merci de tous ces retours et merci à Florent aussi. Je peux dire un mot, Natacha, je Oui, voudrais oui. juste faire un mot de transition et rajouter des choses à ce qu'a dit Pierre. Ça aura peut-être plus de sens après que je les rajoute ensuite. Deux choses. Une remarque qui va dans le sens de ce qu'a dit Pierre, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans ton intervention, c'est le fait que tu mêles à la fois les résultats de recherche et aussi la manière dont tu pratiques. Et que la manière dont tu pratiques, ça n'est pas à part. C'est un élément d'action, c'est un élément qui prend complètement. Et on sort des débats totalement dépassés sur l'objectivité, la subjectivité. On n'est pas là, c'est-à-dire que voilà. Donc ce point-là, j'ai trouvé ça important. Et il y a une autre question, moi, qui m'interroge, et je pense qu'on n'arrivera pas au bout ce matin parce que moi, ça me semble une question très fondamentale dans le contexte politique dans lequel on est, notamment, mais avant même. C'est ce que tu as dit j'ai noté, on protège la société dans la gestion, entre guillemets, des peines et donc des détenus, et le fait que tu dises l'entrée sur cette question-là n'est pas de se préoccuper de populations qui seraient en difficulté, mais on protège la société. Et par construction, je ne sais pas si ça a vraiment un sens, mais je pense à cette phrase que je cite souvent à mes étudiants de Margaret Thatcher, qui dit « La société, ça n'existe pas. Il y a des individus, des hommes, des femmes et des familles. Et aucun gouvernement ne peut se passer des gens, et c'est à eux de se prendre en charge. » Or, on est bien on protège la société, on est bien dans quelque chose aussi qui renvoie à une pensée néolibérale dans sa manière d'écarter les difficultés des gens. Et donc, je me dis, là, il y a quelque chose, il y a un hiatus entre… Il y a une société à protéger quand on est dans le domaine de l'ordre, l'ordre social, et quand on est dans le domaine du social sans l'ordre, peut-être sans l'ordre, eh bien, on est dans la société n'existe pas. Débrouillez-vous. Voilà. Et donc, je ne sais pas comment ça se travaille. Je te laisse la parole. Mais vous êtes tous les deux vraiment des interlocuteurs magnifiques, parce que là, on pourrait effectivement avoir je ne sais pas combien d'heures de discussion, mais ça promet, parce que vous êtes programmatique quasi dans vos interventions, ça promet peut-être que nous fassions une écriture à trois. On pourrait faire. Là, je trouve que là, il y a. Non, parce qu'il y a plein de choses que vous dites, moi, ça me fait évidemment réfléchir. Alors, je vais essayer de répondre très minimalement, parce que c'est impossible de répondre avec une élaboration approfondie à toutes vos ouvertures. Non, mais réellement, il y a des vraies ouvertures. Alors, peut-être, Florent, ce que tu viens de dire sur Thatcher, tu ne crois pas si bien dire, c'est que ce fameux PEP, il naît en Angleterre, sous la gouvernance de Thatcher. Donc, c'est génial, en fait, ce que tu viens de dire. Enfin, mais bien sûr, et alors, juste ce que tu viens de dire, je vais le relier directement à Pierre. Il y a plein de choses, en fait, que je voudrais dire. Mais sur la question de la gentilité, c'est que justement, moi, ce qui m'intéresse, alors, mais c'est là aussi, c'est tout à penser, mais c'est que cette notion, je l'aime beaucoup et en même temps, j'en suis très critique. Je l'aime beaucoup si elle permet effectivement de penser la question des émancipations collectives, parce que quand même, vous l'avez bien compris, je suis plutôt matérialiste et je ne pense pas qu'il peut y avoir de transformation sociale sans collectif. Je ne crois pas à la question de la transformation par l'individu seul, ça c'est clair. Donc, la question de la gentilité, elle m'intéresse si elle est vidée de son sens libéral, c'est-à-dire, et d'ailleurs, je n'emploie pas le mot de pouvoir d'agir, vous l'avez remarqué, ni d'empowerment. Je ne crois pas à la question du pouvoir d'agir sorti de la question des contextes sociaux dans lesquels nous nous trouvons. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de…
être capable d'agir pour faire. Voilà, c'est ça. Point. C'est ça. C'est ça, mais c'est vrai, c'est ça. Mais c'est ça. Et par contre, non, mais c'est vrai. Et par contre, une autre question qui se pose, et je l'ai eu d'autant plus là en rencontrant des politiques au sens conscience politique et des non-politiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas politiques, mais comment penser la question de l'agentivité, justement, et donc de l'émancipation, hors de la conscientisation politique, ou en tout cas, hors de l'expression de la conscience politique. Et il me semble que, justement, le populisme contemporain auquel nous faisons face, eh bien, joue là-dessus. C'est-à-dire que joue sur des choses de l'affect, joue sur « vous êtes des petits », c'est toute la nouvelle droite, hein, puisqu'on parle politique, on peut y aller, mais joue sur « vous êtes des petits », les petits sont exploités, parfois même avec un langage qui a presque des résonances marxistes, mais qui en fait ne pense pas à la question de la conscience du politique. Et il me semble qu'on a toutes… Alors, tu me demandais ce que c'est qu'être sociologue pour moi, ben c'est ça. Être sociologue pour moi, c'est arriver à décrypter le réel, à décrypter justement les effets des rapports de domination, mais en pensant cette question de l'agentivité et de l'émancipation dans cette lecture-là. Et de ce fait, arriver aussi à… par exemple, sur le plan du terrain, évidemment que sans doute, voilà, j'ai eu plein de rencontres passionnantes dans ce terrain, mais évidemment qu'avec, et je ne dis pas toutes, mais avec certaines des prisonnières basques, on peut imaginer que nous avions un capital commun de sympathie et politique et intellectuelle qui a facilité beaucoup de choses, même dans je dirais dans la manière de se parler. Mais pour autant, ce qui m'a intéressé, et c'est venu, je dirais presque en deçà de moi-même, ou au-delà de moi-même, je n'ai pas voulu opposer la question des politiques ou non politiques. C'est-à-dire le risque eût été d'idéaliser totalement les prisonnières autodéfinies politiques au détriment des autres. Et donc, ce qui m'a intéressé dans la question dont tu posais, la question de la réception, c'est que le travail, ils sont aussi réceptionnés par celles qui n'en avaient pas le langage. Et par exemple, j'ai organisé une séance en prison fin novembre où j'ai, avec celles qui ont pu venir, d'abord j'ai distribué le livre à toutes celles qui étaient toujours incarcérées et celles qui sont sorties. Et à celles qui ont pu venir, je leur ai distribué le livre. On a eu une journée un peu de discussion. Et là, le 23 avril, je reviens dans cette même prison et je vais avoir le retour de lecture de celles qui sont toujours en prison et voir voilà, comment elles s'emparent de cet outil. Mais voilà, une de mes réponses, c'est pas la seule. Après, Florent, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur je ne m'étais pas formulée comme telle, mais en fait, c'est tout à fait ça, sur l'histoire de comment ce lieu d'observation, alors ça, si, j'ai voulu montrer qu'il y a des espaces de contradiction, mais effectivement, et ça, ça c'est programmatique comme écriture, c'est aussi, ça vient questionner nos propres contradictions, parce qu'on est prise là-dedans aussi, nous-mêmes, enfin, je veux dire, on est pris avec… comment on veut vivre en société, la présence de la police, pas la présence de la police, l'idée de l'ordre, de la sécurité, même, tu parles de l'Ukraine, c'est compliqué cette position, on rentre en guerre, on rentre en guerre, enfin bon, bref. Mais enfin, on est prise, et effectivement, étudier la question carcérale et pénale, ça vient faire en miroir réfléchir. Là, j'ai loin d'avoir fini, je ne peux pas répondre d'un seul coup, mais évidemment que c'est une élaboration constante de ce point de vue-là. Et ce que tu as dit sur la langue et sur les sigles comme barbarisme qui invisible les choses, ça, alors ça, j'aime beaucoup aussi. Merci beaucoup. Pierre, alors, aussi ce que tu as dit sur à quand en fait, une écriture plutôt d'essai théorique. Bon, c'est ça. C'est ce que d'ailleurs m'avait dit mon éditeur chez Payot il y a 10 ans, qu'il fallait que j'écrive. Évidemment que ça me tente, hein. Voilà, ça fait peur. Mais là, il me faut un peu plus de temps, mais bien sûr, ça me tente. Et notamment, ce qui me plairait beaucoup, mais c'est là depuis un moment, hein, ça vient, ça repart, ça vient. J'aurais même un éditeur intéressé, mais sur la question du rapport entre savoir critique, agentivité et théorisation politique, c'est évidemment ça, mais pas dans quelque chose d'esthétique. Voilà, moi je me refuse à la théorisation esthétique. C'est-à-dire que pourquoi, alors tu rejoins la question, qu'est-ce que c'est qu'être sociologue pour moi? Quand même, être sociologue pour moi, et ça fait aussi partie de comment on construit des outils critiques et leur circulation, c'est que je me méfie d'une trop grande théorisation esthétique qui ne parle qu'à de l'entre-soi.
Donc, je n'ai pas encore trouvé la tonalité de cette écriture, mais elle demande à être réfléchie et écrite. Et on peut y réfléchir. Hein. Et reçu et débattu. Eh bien, c'est ça. C'est ça. D'où le fait que j'ai insisté tout à l'heure sur produire des savoirs critiques, c'est admettre qu'il y a c'est des décryptages du réel, mais dans lesquels on peut débattre parce qu'il y a plusieurs formes de décryptage. Mais c'est absolument ça. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur cette dualité que nous faisons face actuellement, Laura, c'est qu'aussi, moi je trouve qu'on perd en espace démocratique. Un espace démocratique eût été effectivement, et on aurait préféré, un débat l'Union populaire et Macron. Pas. Bon, mais en tout cas, là, ça annule tout espace démocratique et ça a des effets énormes sur plein de choses. Là, j'apprends que maintenant, voilà, la découverte a été mangée aussi, est en train de se faire manger par les groupes Bolloré et compagnie. Enfin, bon, bref. Non, mais je veux dire, il y a des vraies incidences dans tout ça. Bon, alors, le lien, évidemment, bien sûr aussi, et ça va avec, le lien entre le virage répressif et le continuum carcéral. Tu parlais de Loïc Vacan, c'est lui aussi qui a commencé à parler de continuum d'ailleurs carcéral, évidemment, bien sûr. Et là, moi je trouve qu'on a tout un chantier. Vraiment, et là je trouve que ça vaudrait le coup, peut-être l'année prochaine, on organise un colloque ensemble, on discute ensemble, tous les trois, et qu'on ouvre. Enfin, bien sûr que... voilà. Et donc, cette question de la réception, bon, alors voilà, ce que j'organise en détention, là, mais la question de la réception, c'est ici, mais c'est aussi, ben voilà, quand je parle ici, je parle à tout le monde, et j'espère pouvoir parler à tout le monde, que ce soit acquis pour tout le monde. Et voilà, là, je suis allée dans plein d'endroits très différents, des librairies généralistes, librairies plutôt de gauche, librairies féministes, et puis voilà, et dans des espaces différents. Évidemment que je change de tonalité, sans doute, quand je parle, parce que je vois ce qui se passe en fonction. Mais en même temps, j'espère que mon propos puisse être approprié par tout le monde. Mais c'est marrant cette question que tu poses, parce que ça a été aussi une des questions qui a été posée par les détenues elles-mêmes quand j'y suis allée fin novembre pour faire cette première journée de restitution, où une de leurs premières questions, ça a été « Mais enfin, ton travail, il est réceptionné par qui ?» Parce que ça soit... alors, les librairies féministes ou les librairies de gauche, bon, ok, on peut imaginer a priori que ça va parler. Mais pour elles, ce n'était pas le plus important. Pour elles, c'était qu'il fallait que je le présente à l'administration pénitentiaire, au personnel pénitentiaire, aux magistrats. Et effectivement. Et alors, depuis, elles m'ont, surtout une d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est une des basques, mais qui m'a posé, parce que là aussi, quel est notre rapport à ces institutions en tant que sociologue? Ce n'est pas toujours simple non plus. Et... C'était encore une question, excuse-moi, à cette heure-ci, je ne devrais pas, mais je vais juste te demander plus simplement, tu parlais au début de ces entités dont je ne sais plus trop quoi, la déradicalisation, qui ont financé ton travail. Et donc, comment c'est au fond... Alors voilà. Mais c'est ça. Mais agencer ton rapport avec ces entités. Mais oui, mais ça, moi, des fois, je ne suis pas... Enfin, je réfléchis beaucoup à tout ça, et même en analyse, parce que mais effectivement, alors, je suis allée, suite d'ailleurs à cette pas injonction, mais interrogation, j'ai proposé à la cellule recherche de la DAP de présenter mes travaux. Alors, il se trouve que la cellule de recherche de la DAP n'est plus la même que celle qui était là quand ils ont financé, parce que là aussi, ça change très souvent. Bon, ça s'est fait en mars, donc ça s'est très bien passé. Mais je n'ai pas... Alors, j'ai envoyé le livre à une des personnes qui avait soutenu la recherche au CIPDR, Commission interministérielle de prévention de la radicalisation. Depuis, elle est partie à la retraite. Donc, je n'ai plus le nom des interlocuteurs qui sont en place, d'où le fait qu'il faut stabiliser les équipes. Bon, et non, mais c'est vrai, mais c'est infernal. Et au CIPDR, pareil, ce n'est plus les mêmes personnes. Donc, je ne sais plus qui contacter. Donc là, je vais réfléchir à quand même contacter, je ne sais pas comment, mais il faut que je leur prenne, évidemment, quand même. Enfin, c'est pas... Alors, ça s'est fait à la cellule recherche de la DAP et ça s'est très bien passé. Mais par contre, je n'arrive pas à organiser cette rencontre auprès des surveillants du centre pénitentiaire, parce que là, on est face à face aussi à des situations professionnelles compliquées. C'est qu'en dehors de leur cadre professionnel, vous l'avez bien vu, Esther, ils n'ont pas d'espace, ils et elles n'ont pas d'espace. Et dans la prison, eh bien, comme les effectifs sont des petits effectifs qui tournent, et en plus, cette prison, elle a ceci de spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de personnel qui viennent à la sortie de l'ENAP, de leur formation,
ils sont en année de titularisation de stage, donc c'est une plaque tournante. Donc, enfin bref, tout ça complique les choses, donc ça ne va pas plus se faire encore à ce niveau-là. Juste glisser, cette expérience de chercheur en sociologie du droit sur une certaine durée, j'ai travaillé pendant un temps avec des gens qui occupaient des charges, qui assumaient des responsabilités dans l'administration, au Portugal en l'occurrence, qui avaient une notion très claire de ce qu'était leur mission, qui travaillaient depuis avec une certaine durée, qui avaient des repris du travail mené par des prédécesseurs qu'ils identifiaient. Bref, et il se passait quelque chose. Et j'ai été impressionné de voir, par coïncidence, en partie c'était d'ailleurs la fameuse mission au Pays Basque qui a introduit un petit temps sans recherche empirique. Et après ça, je recommence à travailler avec des services du ministère de la Justice ou d'autres. Et j'ai affaire à des gens qui sont là depuis quelques mois, qui ont une vague notion de ce qu'ils veulent faire, que je ne retrouve pas après. L'état auquel j'avais affaire comme chercheur s'était complètement transformé et avait cessé d'être un état interlocuteur de la recherche. C'est ça. Enfin, de la recherche, en tout cas. Oui. C'est ça. Oui, non, mais ça complique les choses. Bon, voilà. Et depuis, alors j'ai eu aussi d'autres débats avec magistrates, juges d'application des peines. Bon, là aussi, on ne parle pas le même langage toujours. En plus, c'est la question du langage. Alors, il y a quand même un juge d'application des peines que j'ai rencontré à Nantes qui m'a dit, mais là, il faut former les juges d'application des peines. Donc ça, c'est intéressant. Bon. Les magistrats, ce n'est pas pareil. Les procureurs, notamment, c'est plus compliqué. Parce que pour les procureurs, ils pensent qu'au fond, ils ont l'institution suffit, le cadrage, le dispositif légal est suffisant. D'où le fait, et la MSH va être sollicitée dans le partenariat avec l'UQAM et l'ENS central. On est en train de montrer un très gros programme. C'est ça. Avec d'ailleurs, effectivement, donc le département pénal et du droit de l'UQAM, et il y a une clinicienne du droit. Et du coup, ça revient aussi à ta question sur la question du sujet concerné. Enfin, il y a tout un champ. Voilà. Et on veut monter un gros programme de recherche type un peu ANR, mais en 3 axes, dont un sur la fabrique du jugement. C'est là qu'interviendrait la fameuse travail sur la légitime défense, comment elle est mobilisée. Oui, voilà. Et en tout cas, et un axe aussi sur la clinique du droit, c'est-à-dire sur la question du sujet pénal. Bon, c'est en train de... Ah oui, là maintenant, vous n'avez pas fini d'être associé à tout ça. Bien, merci Natacha. Et oui, ce sera avec plaisir qu'on pourra poursuivre ce travail, parce qu'effectivement, moi, ça va. Je pense que ça va faire réfléchir. Et j'avoue là que ma situation d'hybridé, dans ma situation à distance, je me dis, si j'avais été en présence, on allait manger là, tous les 3 et à plusieurs tout de suite après. Mais oui, je te console, Florent, mais parce que maintenant, j'ai une autre réunion à Centrale. Alors, mais on va déjeuner ensemble. On va faire ça. On va organiser de toutes les manières. Il faudra qu'on trouve un moment. Absolument. Il faudra qu'on trouve un moment, effectivement. Ah oui. Bon, je n'ai pas vu de questions dans le fil. Et il se trouve qu'il est 12h30 et moi-même, j'ai un impératif là à présent. Donc, je remercie Natacha et je remercie Pierre, que j'ai dûment qualifié de philosophe, mais par son savoir, au fond, théorique. C'est un philosophe à la haute. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Je voudrais dire un mot aussi à Laurence, de remerciement à Laurence Franzé, avec qui je travaille depuis un an. Merci Laurence pour ce compagnonnage, ce travail qui a fait qu'on n'a jamais pu travailler en présence. Voilà. Et que le Covid nous a séparés. Donc, j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres chemins. Et bienvenue. Et je suis de pouvoir travailler avec Florence Parisot, qui est à côté de toi, je crois. Et donc, pour la séance qui aura lieu le vendredi 20 mai, on continuera en hybride, mais je serai présent. Avec Marie Cornu et Jérôme Mangeot, un ouvrage qui s'appelle 2002, Jeunesse d'une loi sur les musées. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux parce que
écouter de la science sociale à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui ouvre l'esprit. Je pense que c'est aussi l'objectif de ces petits déjeuners d'Urkheim, au-delà de ceux qui sont présents et de ceux qui nous regardent actuellement. Il y a les vidéos, et les vidéos, dans la durée, ont vraiment beaucoup d'audience. Et je me dis que c'est notre rôle de transmettre, voilà, de différents formats. Et je suis heureux et je remercie sincèrement la MSH toujours, et je remercie son directeur Pierre et toute son équipe formidable de nous permettre de cela.